maintenant, on va accueillir une intervenante. On la nomme la perle du cinéma marocain. Elle a fait le choix de conquérir le cinéma marocain aux côtés des plus grands. Son premier rôle dans Burnout de Nordil Khmari l'a propulsée au devant de la scène. Elle est connue de tous par sa douceur et sa petite bouille. On accueille tout de suite, très chaleureusement, Sarah Perles. Merci, merci. Oula, je vois pas, je vois rien. Bonjour. Alors, moi je vais commencer par une histoire. J'étais à Paris. Je venais de finir 4 heures à pondre 6 pages sur la tectonique des plaques, qui m'a toujours servi à rien. et je me suis assise devant mon lycée en regardant le ciel, contemplant l'éventualité que je rate mon bac et les conséquences, pensais-je à l'époque, désastreuses que ça aurait sur ma vie. Quand une femme s'arrête devant moi, elle me demande si je parle arabe. Avec toute ma fierté de moitié marocaine, je dis « Bah oui, bien sûr ». C'est une dédicace pour Sonia. Elle me dit « Je suis en train de faire passer un casting pour le premier rôle d'un long métrage. Est-ce que ça t'intéresse de venir passer l'audition ?» Je dis « Mais grave !» Donc me voilà 2 jours plus tard dans un bureau, à jouer pour la première fois de ma vie. La scène était émouvante, j'étais prise dans la scène, j'ai eu les larmes aux yeux, c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc ça n'a pas loupé, mon talent brut a fait son effet. J'ai un callback, ça veut dire que la réalisatrice voulait me rencontrer. J'étais trop contente, j'étais trop fière. Pour moi, c'était le genre d'histoire qu'on entendait juste à Hollywood, genre... J'allais dire aux journalistes qu'on m'a découverte devant mon lycée, que c'est comme ça que je suis devenue une actrice internationale. J'étais trop fière. J'arrive au callback. Bon, bref, je ne me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Tout ce que je me souviens, c'est que la réalisatrice a dû sortir de la pièce pour me ramener un verre d'eau tellement qu'elle croyait que j'allais tomber dans les pommes. J'avais des sueurs froides, je n'arrivais pas à parler, j'étais pétrifiée. Et ce qui devait arriver arriva. On ne m'a plus jamais rappelé. Fin de l'histoire. Voilà. Donc... Certains sociologues, pour faire genre intelligente, certains sociologues pensent que le choix de carrière est déterminé par la classe sociale à laquelle on appartient. Certains vont hériter de la profession de leur père ou de leur mère, d'autres vont choisir un métier en accord avec les valeurs de leurs parents, ou d'autres encore seront influencés par les choix d'éducation qui s'offrent à eux. Pour ma part, venant d'une famille de classe moyenne marocaine du côté de ma mère et une famille d'ouvriers portugais du côté de mon papa, mon choix s'est orienté vers la médecine. Voilà, si on écoute tous les parents marocains, on serait tous médecins au pilote. C'était le cas pour ma mère. Elle me voyait avec la blouse blanche, le stéthoscope autour du cou, chirurgien de renom. Je guérirais toute la famille, gratuit. À chaque fois que les invités venaient à la maison, quand me demandaient ce que je voulais faire quand je serais grande, je voyais le regard fier de ma mère quand je disais « chirurgien du cœur ». Trop fier. Du coup, j'ai eu un bac scientifique, SPSVT. Mais quand la femme s'arrêta devant mon lycée pour interrompre les rêves de ma mère, un dilemme s'est posé devant moi. Devais-je poursuivre une carrière pour laquelle je ne ressentais rien et qui en quelque sorte ne m'appartenait pas puisqu'elle n'existait qu'à travers ma mère, ou devais-je aller vers une nouvelle profession pour laquelle je ressentis une soudaine émotion, au risque de rentrer en conflit avec ma maman, de la décevoir et de rentrer dans l'incompréhension totale, parce que c'était la première fois que j'exprimais un désir artistique. Si on compte pas la fois où, je vous raconte ça vite fait, j'avais 11 ans, j'étais extrêmement timide et je voulais être chanteuse. Je faisais partie de la chorale du collège. Et donc, je prends mon courage à deux mains et je décide de montrer mes talents de chanteuse à ma mère. Je la fais asseoir dans ma chambre et je commence à chanter une chanson très populaire à l'époque, Ma meilleure amie de Laurie. Je vous l'accorde, c'est pas le meilleur choix. Et donc, du coup, je ferme les yeux et je chante de bon cœur. Quand je les ouvre, je vois ma mère, le regard dépité, qui se lève et sort de la chambre. À partir de là, je n'ai plus jamais osé en rêver ni en parler. Donc, disais-je, est-ce qu'on fait une profession pour nous ou pour nos parents? Et qu'est-ce qu'on cherche quand on choisit un métier? Une passion, de l'argent, une reconnaissance sociale, tout à la fois.
Pour moi, faire quelque chose qui ne me plaisait pas m'angoissait. L'idée d'être là où je ne voulais pas être pour le restant de mes jours m'était insupportable. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi le choix de ma carrière devait dépendre de qui que ce soit d'autre que moi, ou pourquoi la vie de quelqu'un d'autre devait interférer sur mon choix de carrière, sur mon métier. Du coup, je commençais à penser de plus en plus à ce nouveau hobby trouvé devant mon lycée, et j'ai décidé d'investir secrètement une partie de l'argent que m'envoyait ma mère par mois dans des cours du soir au théâtre. Avec la charge de travail, la fac, plus l'école, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out, j'ai perdu beaucoup de poids, je suis tombée malade, ma mère ne comprenait pas ce qui m'arrivait. J'ai dû tout lui avouer. Dire à ma mère que je voulais faire du théâtre, c'était lui dire que je ne voulais pas étudier. Pour elle, c'était déjà premièrement socialement inacceptable, et deuxièmement, qu'est-ce que j'allais devenir? Enfin, sans diplôme, comment j'allais réussir dans la vie? Il faudrait que je me marie très rapidement, ou sinon je vivrais dans la misère toute ma life. Mais face à l'inquiétude pour ma santé et un gros chantage émotionnel de ma part, elle finit par accepter en se disant que ça devait être une phase comme quand je voulais être chanteuse. Et là, quand les invités venaient à la maison et qu'on me demandait ce que j'étudiais, il y avait toujours un petit moment de gêne du côté de ma mère quand je disais théâtre, et qu'elle faisait une moue du genre qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On lui dira, on s'en fait. Du coup, je me suis retrouvée à l'école 6 jours sur 7, 9h, de 9h du matin à 22h, une passion est née. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas si simple, hein. C'était pas beaucoup plus simple que la médecine, même si c'est très 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 dur, j'en conviens. J'ai perdu le fil. Donc, mes 3 ans au cours Florent à Paris ont été un enfer. Je ne cadrais nulle part. Mon accent n'était pas assez parisien pour les textes de Molière. J'ai dû prendre des cours de diction. Je n'ai réussi aucun concours. Je n'ai jamais dépassé le premier tour du concours du Conservatoire national. Je me levais tous les matins à 6h pour être hôtesse d'accueil pour arrondir mes fins de mois. Et en même temps, je passais des castings pour des rôles de banlieusarde que je n'étais pas et que je ne décrochais pas. J'ai trouvé à un moment donné un agent à Paris qui, à l'entrée de son bureau, me dit, je cite, « Va falloir que tu te mettes à la tomate et salade verte parce que avec le taille de hanche que j'avais et que j'ai toujours, je ne trouverai pas de travail. » Et derrière, il y avait ma maman à qui, à chaque fois que je parlais et que j'osais me plaindre, me disait « Pourquoi tu ne reprends pas des études ?» Donc, je ras-le-bol général, je décide de quitter Paris, je prends mes clics et mes claques, je pars en voyage pendant 4 mois en Asie du Sud-Est et en revenant, je me dis direction Londres parce que pourquoi pas, à 20 ans, mes réflexions n'avaient pas beaucoup plus de maturité. Donc, je me retrouve à Londres, et le premier truc que je peux me payer, en fait, en logement, c'est une cabane au fond d'un jardin, d'une maison d'une famille de 7 membres, occasionnellement 12 pendant les vacances, avec qui je partageais une seule salle de bain. Et avec mon accent parisien durement acquis, et mon anglais plutôt bancal, j'ai trouvé du boulot dans des bars, pour commencer. Mais moi, je ne me démonte pas. Je travaille mon accent, parce qu'il faut que je devienne british maintenant. Donc je travaille mon accent, je me teins même en blonde, je deviens, pour être plus européenne, je deviens paléo-vegan. Si vous ne savez pas ce que c'est quand tu manges du gâteau et des légumes crus. C'était et des graines. J'étais déterminée, mais rien n'y fait, je ne passais jamais pour une Anglaise. J'avais à un moment donné trouvé un agent qui me décrochait des contrats de pub où je devais regarder là-bas en riant, avec un regard bovin en prétendant avoir le QI d'une huître. J'en avais marre, c'était abrutissant au possible. Et un beau matin, je reçois un mail de mon agent qui me dit « Je crois qu'il faut que tu ailles chercher quelqu'un d'autre qui aura un regard plus frais sur ta situation. » C'est-à-dire que j'étais virée de mon agence. Autre coup dur, autre rejet, autre coup de poignard. Donc, suite à cette news, je reste dans ma chambre pendant 6 jours. À pleurer et à manger du gras et du sucré. J'ai maudit la bonne dame qui était venue devant mon lycée pour changer le cours de ma vie. Quand je repris mes esprits et quelques kilos, je me suis rappelé en fait le dicton marocain qui dit « Quand tu te perds, assis-toi ». Il a dit « Donc je me suis dit, je vais reconnecter avec mes sources. Et je vais aller au Maroc. Direction Casablanca. Je passe un coup de fil, 5 bons réalisateurs veulent me voir, ils veulent me rencontrer, mais comme un coup de poisse n'arrive jamais seul, ils avaient tous fini leur long métrage, donc pas de boulot pour moi pour les 2-3 prochaines années qui arrivent. Je suis donc retournée toute penaud dans ma petite cabane.
Et là, honnêtement, j'aurais pu lâcher l'affaire. J'en avais marre. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait une voix dans ma tête qui me dit « n'abandonne pas ». Malgré tous les noms que je raflais, je savais pertinemment qu'il y avait un oui qui m'attendait quelque part et que c'était impossible que tout ce travail, cet acharnement, ne paye pas. Je me relève. Je lis des livres de self-help, Le Secret, les 7 Habits of Successful People, tout ce que tu trouves. Je m'entraîne toute seule avec la caméra, dans ma chambre, et à force d'envoyer des heures et des heures de mails et d'harceler les gens, je décroche un rôle secondaire dans un long métrage anglais indépendant qui a fait son petit bruit à l'international, à ma grande surprise. Pour la petite anecdote, dans le film, je dis « Hi, how are you? How you doing ?» Donc, toutes ces heures à passer à dire « Hi, how you doing? You're right », ça ne m'a servi à rien. Je l'ai d'ailleurs jamais utilisé. Par la suite, Casablanca m'appelle. On me dit « Viens passer le casting de Burnout ». J'y vais. Mon arabe n'était pas assez marocain. Et j'ai dû vraiment bosser mon arabe, acharné pendant 6 semaines pour que le réalisateur m'accepte. Et je suis enfin prise pour un premier rôle. J'ai été trop contente. Et c'est là qu'une jolie phrase de Jacques Brel résonne en moi. Le talent n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et Dieu que j'en avais envie. Pour moi, c'était impossible que je meure sans avoir dit au monde entier que je vis de ma passion. Par la suite, j'ai fait 5 longs métrages, 3 séries, et on a un film qui s'appelle Sofia Diel Marim Benbar, qui est à Cannes, qui représente le Maroc en compétition officielle cette année. Trop contente encore une fois. Quand j'y pense, j'étais hôtesse d'accueil, distributrice de flyers, barmaid, figurante. Tout cela m'a permis d'en apprendre plus sur ma discipline, sur mon métier, sur ce que je peux ou ne peux pas faire, sur ce que je veux ou ne veux pas faire, sur ce que je peux endurer pour ce que je souhaite vraiment. Et par-dessus tout, que j'étais, contre la vie générale, une comédienne, une artiste, et que j'étais marocaine, portugaise, arabe, / européenne, et que j'en étais fière, moi qui m'entêtais tellement à vouloir changer. Donc ma conclusion dans tout ça, faites ce que vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Admettez, vous êtes trompé de parcours. Pour ma part, comme la vie est très ironique, j'ai eu 3 projets où je faisais 3 médecins. Un d'eux, je devais être dans une consultation, dans un cabinet d'un urologue. Il n'y a pas un jour où je ne sortais pas de la consultation en pleurant. Voir les gens malades me brise le cœur. J'en suis incapable. J'aurais été un piètre médecin. Donc admettez l'erreur et allez de l'avant, changez quand vous voulez. Moi, la vie te donnera toujours 1 million de raisons, en fait, de tout abandonner, d'avoir peur et de fuir. Mais elle te donnera une seule qui t'incitera à continuer. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis de mon métier. Et j'en suis très heureuse. Enfin, pour finir, j'ai toujours une petite pensée émue pour la bonne dame qui était venue me parler devant mon lycée, pour changer le cours de ma vie, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur un autre monde, sur d'infinies possibilités, sur l'évolution et le changement. Voilà. Merci.